Il n'est pas arrivé. Non. Bon, ben, je vais embrayer alors pour une petite présentation de l'association ILS qui a été créée il y a plus de 10 ans par Didier Kernel et Sven Bultereys. Elle a pour but d'informer et de sensibiliser le grand public des événements et des avancées dans le domaine des sciences pour la longévité en bonne santé. Une autre association francophone dont je voulais vous parler s'appelle Long Long Life, qui fait de très bonnes vulgarisations scientifiques liées au vieillissement. Le contenu est apporté par Guillaume Velvet-Casquias, le fondateur, ainsi que Terence Erickson, un neurobiologiste de l'Institut Curie. L'ASBL Hills publie également une newsletter, La mort de la mort, chaque mois. Et depuis cette année, elle soutient également 2 études de longévité chez les rats que je vais laisser Marion vous parler plus en détail. Marion? Oui, c'est à moi? Oui, je te laisse la parole. Ok, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Où est-ce que c'est? Alors... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit bien. Oui. Tu peux le mettre en plein écran peut-être? Oui, c'est ce que j'essaie de faire. C'est bon pour tout le monde? Oui, parfait. Voilà. Alors, donc bonjour à tous. Donc moi je suis Marion Stenaker et je travaille depuis presque 2 mois maintenant chez Hills. Donc je suis en stage pour une durée de 6 mois. Je suis biologiste, donc j'ai fait mes études à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles. Donc mon travail au sein de Hills consiste principalement à analyser et suivre 2 nouvelles expériences qui sont soutenues par l'organisation, mais aussi à développer le partage des bases de données de santé à Bruxelles et au niveau européen, ainsi que de réaliser des articles, des rapports et de co-animer des conférences organisées par Hills, comme par exemple celle-ci. Donc, je vais vous parler donc plus en détail des 2 études de la longévité. Donc, d'abord, pour vous remettre dans le contexte, pardon. Donc, en fait, il y a une étude récente qui a été publiée en mai 2020, vous l'avez peut-être vu passer, qui a été publiée par Steve Horvath, qui détaille une procédure de vieillissement inverse grâce à un élixir, qui serait un produit dérivé du plasma. Et durant ces études, en fait, ils ont donc du plasma de jeunes rats a été administré à des rats âgés, donc des rats qui avaient 2 ans. Et les résultats sont assez spectaculaires parce qu'en fait, on remarque que les indicateurs physiologiques des rats âgés étaient semblables à ceux de rats de l'âge de 6 mois. Et ils montrent aussi une inversion de l'âge moyen de plus ou moins 54%. De plus, on assistait à un rajeunissement des tissus hépatiques à 75%, du sang à 66%, du cœur à 57% et de l'hypothalamus à 19%. Donc, tout ceci est assez prometteur, mais cependant, ils ne testent pas la longévité à proprement parler, vu qu'ils ne testent pas la longévité maximale grâce à ce traitement. Donc, c'est pour ça qu'il soutient depuis début 2021 2 études de réjuvénation des rats âgés grâce à des transfusions de plasma de jeunes rats. Donc, tout ceci, comme je l'ai dit, dans le but de tester la longévité maximale, ce qui serait une grande première. Donc, il y a d'un côté une étude qui est réalisée par le docteur Rodolfo Goya en Argentine, qui utilise une certaine méthode. Et de l'autre côté, on a le docteur Harold Katcher en Inde qui utilise sa méthode à lui. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir 2 études en parallèle et de pouvoir suivre et analyser ces résultats en espérant avoir des résultats très prochainement. Donc, plus précisément, comment se déroulent ces nouvelles études? Donc, tout d'abord, l'objectif est d'évaluer l'effet possible du plasma de jeunes rats sur la durée de rats âgés, donc qui ont plus ou moins 25 mois. Donc, pour cela, on compare la survie d'un côté des rats vieux qui sont traités avec du plasma de jeunes et de l'autre côté, la survie de rats
contrôle, donc qui ne sont pas traités. Et on compare la survie entre ces deux groupes. Pour cela, en fait, il y a des examens sanguins qui sont réalisés toutes les 2 semaines afin de suivre l'évolution de l'âge épigénétique. Il y a un petit test en plus qui est réalisé au niveau de la performance de la mémoire spatiale et des performances motrices qui sont en fait comparées entre avant le traitement et après 3 mois. Donc déjà, ce qu'on peut vous dire pour le moment, donc les résultats, enfin les expériences sont en cours, donc on n'a pas encore de résultats, mais ça va venir. En tout cas, ce qu'on peut déjà vous communiquer, c'est que dans le groupe de Rodolfo Goya, il y a 3 rats contrôle et 2 rats expérimentés qui sont déjà décédés sur un total de 14 rats. Et du côté d'Harold Catcher, ils sont encore tous vivants sur un échantillon de 16 rats. On a un rendez-vous la semaine prochaine avec eux pour un peu avoir un update sur la situation et où est-ce que les 2 expériences en sont pour le moment. Donc, tout ce concept de cette piste, entre guillemets, et cette quête surprenante de la réjuvénation s'est en fait réalisée il y a une quinzaine d'années déjà par des expériences menées par Irina et Michael Comboy. Donc, dans leur expérience, les scientifiques avaient relié temporairement le réseau vasculaire de rats jeunes à celui de rats âgés. Et donc, c'est ce qu'on appelle une opération qui s'appelle la parabiose. Donc, Didier vous en avait parlé. Et là, ils ont constaté que le muscle et le foie des rats âgés, enfin des souris âgées, se régénéraient beaucoup plus rapidement. Donc, en fait, ils ont poursuivi leurs études et ils ont publié une étude récente, donc 15 ans plus tard, vu que c'était en mai 2020, donc c'est assez récent. Toujours, les époux Comboys, en fait, se sont montrés, en fait, ils ont montré que la dilution d'un plasma de souris âgées peut avoir un effet assez important de rajeunissement sur les tissus et les organes. Et tout ceci, en fait, en réduisant la concentration des protéines inflammatoires qui, justement, ces protéines inflammatoires augmentent avec l'âge. Et donc, pour cela, ils ont donc la moitié du plasma sanguin des souris était échangée contre une solution d'eau salée et d'albumine, et ce qui a fortement amélioré la santé des souris âgées. Donc, les effets de rajeunissement étaient présents sur le foie, les cerveaux, les muscles, et ils étaient même plus importants que ceux qu'ils avaient observés 15 ans auparavant, en 2005. Donc, nous avons, l'organisation HEALS a proposé aux époux Comboy de tester la longévité des souris avec leur technique de dilution du plasma sanguin, mais ils n'ont pas encore accepté, en tout cas pour le moment. On ne perd pas espoir et on va essayer de les relancer prochainement. Donc, toutes les informations relatives aux 2 expériences sont présentes sur le site internet de HEALS, ainsi que les liens avec les expériences que j'ai citées dans ma présentation. Donc, il est quand même important de noter que le financement de ces 2 études ne veut pas dire forcément qu'on est certain des résultats positifs. Évidemment, ce serait incroyable, mais bon, un résultat négatif est un résultat quand même, et ceci nous permettrait de fermer des portes et de déterminer quelles recherches doivent être poursuivies ou pas, et du coup d'avancer de toute façon dans la recherche et que ce soit au final quelque chose de plus ou moins positif et de concluant. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci Marion. Nous allons passer au débat. Afin que ce soit interactif, je vous invite à poser vos questions dans le chat ou éventuellement en direct si vous coupez votre micro, enfin, vous ouvrez votre micro. Sinon, là, je ne vois pas encore de questions jusqu'à présent. Moi, Donc, je veux bien. Édouard, peut-être? Ah, Si je Édouard. peux. Oui, oui, bien Alors, sûr. c'est des sujets que j'ai suivis d'assez près, et alors j'étais pas au courant, donc pas tant que ça, parce que j'étais pas au courant que Catcher faisait l'expérience en Inde. Alors, je trouve ça super intéressant, parce que ce que je comprends, c'est que en fait, dans son article, il ne veut pas dire ce qu'il injecte hein, parce qu'il garde ça confidentiel pour l'instant. Et donc, ce qui est fait par Rodolfo Goya, c'est d'injecter du plasma d'animaux jeunes. Voilà. Mais lui dit non, non, c'est pas ce que je fais autre chose.
Par contre, c'est ce que fait à peu près, enfin non, ils mettent de l'albumine, mais bon, Conboy. Et en Inde, est-ce qu'ils font ce que Harold Catcher dit faire? Oui, 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 Que, donc, oui, 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 oui. donc, pardon Didier. Allô, pardon, je t'ai Vas-y, coupé. vas-y, vas-y, c'est moi qui t'aurais pas dû. Je voulais dire oui, donc en fait, la méthode de Rodolfo Goya consiste à une dilution du plasma, tandis que du côté de Harold Catcher, effectivement, c'est une injection de l'élixir. Mais effectivement, on ne sait pas qu'est-ce que contient cet élixir et il sous-entend qu'au moment où les résultats seront publiés, que l'on en saura plus. Mais pour le moment, on ne sait pas exactement ce que contient cet élixir. et en Inde, vous savez qui sont les gens, si ce sont des gens sérieux ou s'ils sont payés pour Donc, avoir des bons résultats. Enfin, voilà. oui, donc en fait, en Inde, si je ne me trompe pas, donc c'est la même personne qui a aidé à l'étude publiée par Sivorwart, donc c'est Kavita Singh et Akshay, qui est quelqu'un qui travaille toujours avec, Oui. avec Harold, donc sont des personnes sérieuses qui connaissent quand même le sujet, je pense. Mhm. Combien d'animaux? Donc, chez En Inde? Harold, on est sur 16 rats. Donc, ce sont des femelles. Chez Rodolfo aussi, ce sont des femelles. Et il y a 14 rats chez Harold. Ce sont des animaux déjà âgés, donc on devrait avoir la réponse dans un an. Oui, même plus vite, hein, je pense. Parce que, oui, on espère avoir les résultats dans les 6 mois, il me semble. Didier, c'est bien ça, hein? Oui, sorry, le son est mauvais, donc j'espère que vous m'entendez correctement. Euh, Pas trop. vous m'entendez? On devine. C'est coupé un peu. Ouais. Alors, Marion, pourquoi des rats femelles? Et aussi, Elixir s'appelle maintenant S5. Voilà. J'ai pas... Allô? Oui, oui. Pourquoi femelle? Mais voilà, ça c'était... je pense que c'était... je n'entends pas. Putain. Je ne sais pas si Didier compte parler ou pas. Ben, pourquoi femelle? On ne sait pas trop. Je pense qu'ils ont fait avec les rats âgés qui étaient disponibles dans le laboratoire parce que de ce que j'ai compris, arriver à avoir des rats âgés, ça coûte de l'argent. C'est pas facile. Et donc, je pense que voilà, au début, on pensait que ce soit en Argentine ou en Inde, mais que Rodolfo fasse sur des femelles et puis Harold des mâles, mais finalement, ils font surtout les deux sur les femelles. Donc, ce serait peut-être intéressant, si plus tard on a des résultats concluants, d'essayer de faire la même expérience, mais avec des mâles, sachant que ça peut peut-être différer. Mais donc voilà, pour le moment, ce sont des femelles dans les deux groupes. Je ne sais pas exactement les raisons, mais je crois que c'est ça. Un risque, pardon, je ne veux pas couper quelqu'un. Oui, désolé, Édouard. Je propose d'ajouter une information qui me semblait pertinente, que j'avais signalée il y a quelques mois, et qui a la particularité de venir de Grèce, curieusement, et de manière étonnante. Je ne sais pas si vous êtes au courant du fait que depuis plusieurs années, à la clinique Genesis, donc c'est la clinique de la fertilité à Athènes, il y a une équipe dirigée par le professeur Pados qui a mis au point une solution de réjuvénation, on peut dire, en tout cas concernant spécifiquement la fertilité, mais pas sur des rats, sur des femmes. Oui. Et il a obtenu des résultats tout à fait concrets, puisque en traitant donc alors spécifiquement les parties ovariennes par du plasma rajeuni en quelque sorte, avec une technique qui ressemble un petit peu à ce qui est pratiqué par les Conboy ou par Karcher, autant que je comprenne, eh bien, il a obtenu que plusieurs femmes ménopausées aient des grossesses. Et ça aboutit en 2019, si je ne me trompe pas, à 2 naissances. Oui, tout à fait. Donc, voilà, j'ai des sources sous la main si ça vous intéresse.
Donc, évidemment, comment dire, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais il me semble que c'est une indication qui va dans le même sens et qui montre que cette technologie peut être très, très intéressante et à suivre. Voilà, oui, c'est très prometteur en tout cas. J'ai également lu les mêmes, par Virginie, Didier et moi, nous sommes au courant de ces expériences. Et d'ailleurs, c'est le prochain sujet de la lettre mensuelle rédigée par Hills. On trouvait ça très intéressant et on trouvait que c'était important de pouvoir communiquer là-dessus. Peut-être, oui. Donc, en fait, l'expérience faite par Rodolfo Goya, elle se fait régulièrement, en fait, sans le vouloir, chez des gens qui sont malades. Alors, c'est différent, hein. Mais en fait, en pratique, transférer, vous savez, on peut donner son sang, mais on peut aussi donner son plasma. En France, c'est gratuit. Et c'est interdit quand on a plus de 60 ans. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand on est âgé, c'est moins bien que quand on est jeune en termes de plasma. Et donc, et souvent, ça va pour les personnes âgées. Voilà. Et donc, en fait, il y a en permanence des tas de gens qui donnent leur plasma jeunes, enfin, en tout cas avant 60 ans, et qui servent à des personnes, on va dire, de plus de 60 ans, je coupe en deux. Et donc, ça, c'est fait régulièrement. C'est notamment en Russie, c'est fait depuis une trentaine d'années en cas d'Alzheimer. On sait que ça a des petits effets. Il y a eu des articles ensuite, des essais cliniques sur le sujet, mais ça ne réverse pas Alzheimer. Donc, quelque part, on sait que ça a des petits effets. Voilà, on sait que ça a des, je répète, petits effets. Donc, c'est verre à moitié plein. Voilà. Dans le cadre de Harold Katcher, alors je ne sais pas si Marion, tu as lu la littérature, moi je n'ai pas assez lu dernièrement, mais j'avais compris qu'on avait commencé à identifier des molécules dans le plasma, je me souviens GDF 11, qui semblaient être importantes, ou enfin problématiques plutôt chez les animaux âgés. Et je ne serais pas surpris mais je comprends tout à fait qu'ils ne veuillent pas dire ce que c'est et je n'ai pas envie de trahir voilà, les résultats de quelqu'un qui découvre quelque chose d'extraordinaire. Mais je ne serais pas étonné que ce soit GDF 11 ou quelque chose, enfin du plasma sans GDF 11 ou un truc dans le genre. Non, je ne sais pas si tu as regardé. J'avais coupé mon micro. Oui, effectivement. Mais pour le moment, je suis en écho quelque part. Oui, pour le moment, on ne sait pas exactement. Il veut communiquer là-dessus, donc je pense qu'on en saura plus dans quelques mois. Ouais. Est-ce que maintenant, vous m'entendez? Oui. Oui. Bon. Donc, simplement pour ajouter, donc effectivement, comme on dit Marc et Virginie, c'est fort, et Marion, c'est fort intéressant, notamment ce qui concerne le fait que des expérimentations ont été faites sur des femmes âgées et que ça semble donner des résultats spectaculaires. Effectivement, comme a dit Édouard, ça semble en contradiction avec des résultats relativement modérés, puisque tout ce qui est utilisation du sang, comment dire, la saignée, c'est quelque chose qui existe depuis déjà plusieurs millénaires. Il n'empêche que les résultats qui ont été obtenus et qui ont été publiés peu de temps après ces transfusions, peu de temps après ce qui a été fait par rapport au plasma, c'est des résultats extrêmement spectaculaires. Et donc, c'est pour ça que nous avons fait subventionner ces expériences-là. Et maintenant, nous sommes bien sûr tout à fait conscients qu'une quinzaine de rats, ça n'est pas suffisant pour avoir, si les différences sont faibles, ça n'est pas suffisant pour avoir quelque chose de statistiquement significatif, mais c'est simplement c'est pour des questions financières, parce que ça coûte cher, et aussi tout simplement parce que des rats âgés, on en trouve peu. On a eu la chance que Rodolfo, que connaît d'ailleurs José notamment, que Rodolfo Goya avait des rats âgés, on dirait, de stock, mais sinon. Et la dernière chose que je voulais encore dire, c'est
ce qui, à mon avis, aussi permettrait des études très intéressantes, c'est le fait que pour les rats, l'équivalent de la ménopause se fait après une dizaine de mois. Donc, si on a des rats de 6 mois et qu'il y a un traitement de longévité extrêmement efficace, on pourrait le savoir en quelques mois, ce qui est plus avantageux que tous les autres essais qui peuvent être faits sur des rats âgés qui, eux, prennent quand même plus longtemps pour décéder, pour mourir. Voilà. Et la toute dernière chose, c'est que, donc, encore une fois, pour rappeler, puisque plusieurs personnes l'ont déjà dit, mais je rappelle, donc, effectivement, Harold Katcher ne veut pas dire ce qu'il y a exactement comme produit. Et voilà, maintenant, si ça fonctionne, on essaiera d'en savoir plus. Et si ça ne fonctionne pas, ça permettra de fermer les portes. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres… Martial, je pense. Martial. Vous m'entendez, non? Oui. Oui. Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, mon ordinateur est en panne. Je suis sur une petite tablette, donc ça ne doit pas être terrible. Ma question porte sur l'équipe israélienne qui a réussi à allonger les télomères en soumettant des patients à de l'oxygène hyperbare. Quelqu'un connaît ces résultats, cette expérience? Oui, d'autres pourront compléter après moi, mais donc c'est des résultats qui sont relativement qui ont été présentés comme significatifs, mais qui en fait sont là aussi vraiment des effets immédiats. Et j'ai lu une explication dans la source qui est la plus intéressante sur tout ce qui est lutte pour la longévité, c'est-à-dire Fight Aging, et il expliquait qu'en fait l'allongement de télomères s'expliquait, je ne sais plus les détails, mais par une raison qui n'était pas directement liée à la longévité. Et par ailleurs, il y a eu récemment une étude aussi sur le fait que, apparemment, de manière assez différente de ce qu'on pensait jusqu'ici, il y a un lien vraiment faible, voire pas de lien, entre la longévité et la longueur des télomères chez les êtres humains. Donc, tout cela fait que, de mon point de vue, mais c'est comme toujours, comme je dis extrêmement souvent, de mon point de vue, mais j'adorerais me tromper, la piste des télomères pour l'allongement des télomères pour lutter pour une vie plus longue est une piste relativement peu prometteuse, même si je connais les expériences très intéressantes faites par Liz Parrish, même si je sais que beaucoup de gens, que Elizabeth Blackburn a eu un prix Nobel, etc. Mais voilà, c'est mon avis. Oui, et l'autre effet, c'est la disparition ou la diminution des cellules quiescentes, ces cellules qui n'évoluent plus. Et il semble bien que là encore, cet oxygène hyperbare provoque une diminution des cellules quiescentes, donc ça irait dans le bon sens quand même. Oui, j'ai entendu ça, mais je dirais que, en tout cas, tant qu'il n'y a pas eu des tests de longévité, et par ailleurs, je sais qu'Edouard a fait, il y a bien longtemps, des tests de longévité avec le raisonnement inverse, je dirais. C'était donner moins d'oxygène à des rats, et là, ça ne donnait pas de résultat non plus. Parce que toutes ces expériences, en fait, mesurent des indicateurs du vieillissement, mais ne vérifient pas si vraiment les animaux ou les êtres humains vivent plus longtemps. Alors, les êtres humains, évidemment, il faut très, très longtemps pour le savoir, mais les animaux pourraient le savoir rapidement. Il devrait, oui. Bon, merci pour la réponse. Il y a une question de Marco. Cela ne pose-t-il pas de problème éthique? Donner l'idée qu'on peut transférer du sang jeune aux personnes âgées pour les rajeunir.
Oui, donc là, je vais répondre tout de suite. Sorry, je monopolise un peu, mais OK. Je ne ferai plus le suivant. Donc, oui, bien sûr, comment dire, ça poserait un problème éthique. Et d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de gens qui avaient été aux États-Unis cités comme voulant faire ces expérimentations-là, mais c'était les expérimentations qui était prometteuse il y a maintenant pas mal d'années. Pour le moment, les expérimentations qui sont les plus prometteuses, c'est les expérimentations des Conboys qui ont été déjà citées. Donc là, c'est vraiment seulement mettre de l'albumine et de l'eau salée, ainsi que celle de Harold, qui ne veut pas dire ce que c'est, mais ça n'est pas en tout cas que du sang de rat jeune. Donc bien sûr que éthiquement, ça ne serait absolument pas souhaitable de faire ce type de choses-là. Maintenant, comment dire, si un jour on trouvait une thérapie qui fonctionne à partir du sang, ben on pourrait faire du sang synthétique. En tout cas, on ferait des recherches pour avoir du sang synthétique, parce que évidemment, ça n'est ni éthique ni réalisable techniquement de faire ça à grande échelle. Oui, Edouard. Je crois que j'ai une anecdote qui va intéresser tout le monde. En fait, je me suis intéressé au sujet en 2010 par là, ou 11. Et à l'époque, on avait un Espagnol qui était parti aux États-Unis, qui avait vu qu'en injectant du plasma de souris jeunes, ça améliorait le cerveau. Donc, du coup, j'avais contacté tous les gens, comme j'avais fait des expériences sur souris avant, là, avec l'oxygène, et donc pour voir un petit peu, est-ce que quelqu'un va voir si c'est bon pour la santé, la longévité, voilà, en gros. Et tout le monde m'avait répondu, c'est absolument pas éthique de faire ça. Il faut d'abord chercher qu'est-ce qui dans le sang est bon. Sauf une experte justement de parabiose en Ukraine. Alors moi, j'avais jamais été en Ukraine de ma vie, mais qui m'a dit, nous, on a essayé de faire des courbes de survie en attachant les animaux jeunes et âgés, etc. Et donc, ça nous intéresse. Et donc, j'ai été les voir et on a fait une expérience de survie où on a injecté du sang de souris jeunes. Alors, on a sacrifié beaucoup de souris jeunes pour le faire, je suis très franc, voilà, parce qu'il fallait récupérer beaucoup de sang. C'était une expérience dure, parce que pour en injecter beaucoup, il faut savoir maîtriser la technique. Et on a aussi injecté de l'autre côté donc, de l'eau salée, voilà, et on a eu 2 belles courbes de survie, mais pas de différence entre les deux. Voilà. Et on a fait le maximum qu'on pouvait injecter. Donc, je dis ça, et alors, donc, jusqu'à présent, c'était une expérience jugée non éthique par toute la communauté. Au moment où on a publié, il y avait Alcaest aux États-Unis, une entreprise qui s'était créée par le même que celui qui m'avait dit que c'était jamais faisable, qui justement avait pour objectif de vendre du sang jeune pour des gens qui ont Alzheimer. Voilà. Comme quoi, finalement, le temps de faire l'expérience, les points de vue avaient en fait changé. Voilà. Donc, bon, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Et puis finalement, ils ont eu un petit peu des déconvenus parce que visiblement, donner du sang jeune à des personnes âgées ne faisait pas tant d'effet que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils nous avaient contactés, parce qu'ils étaient très surpris de notre article négatif, où on n'avait pas vu d'augmentation de la durée de vie, et qui voulaient absolument vendre du sang de personnes jeunes à des personnes âgées. Voilà. Ok, merci Edouard. C'est une anecdote. Il y a une question de Paul Bouet. Avons-nous déjà fait des études sur les effets psychologiques d'une longévité accrue? Je ne sais pas qui veut répondre. Si personne ne répond, je vais continuer à répondre. Je veux dire, non, personne par définition n'a fait d'études psychologiques sur des personnes de plus de 120 ans, puisque ça n'existe pas. Donc, par définition, ça n'est pas possible aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que il y a, donc, comme je le disais dans mon petit exposé, les gens les plus âgés, quand ils sont en bonne santé, sont plutôt plus heureux que les gens moins âgés. Donc, il n'y a pas une diminution du bien-être et du bonheur quand on avance en âge sans avoir de mécanisme de dégradation. Et puis, aujourd'hui, les sociétés contemporaines sont les sociétés dans lesquelles nous vivons le plus longtemps de l'histoire de l'humanité.
Et c'est pas, les gens ne sont pas moins heureux, même s'il y a des discussions pour savoir s'ils sont plus heureux ou pas qu'auparavant, mais en tout cas, ils ne sont pas moins heureux qu'auparavant. Donc, après, peut-être que, enfin, dans, je dirais, les récits de science-fiction, on imagine des gens qui vivent des milliers d'années, mais ça, de toute façon, nous aurons, si nous arrivons à mettre fin aux maladies liées au vieillissement, nous aurons des décennies et même des siècles pour pouvoir étudier les effets psychologiques et pour pouvoir se faire aux aspects tant positifs qu'aux aspects négatifs. Mais à mon avis, les aspects positifs l'emportent largement. Ok, une autre question de Alban Fusil. Bonsoir à tous et merci pour cette réunion. J'aurais voulu savoir s'il existait d'autres espèces d'intérêt longévitiste comme C. elegans par exemple, espèces qui seraient moins à risque de questions éthiques. L'étude des syndromes progéroïdes n'apporte-t-elle pas un moyen de constater les effets du vieillissement de façon significative, à moins qu'il n'y ait pas suffisamment de sujets à observer chez l'être humain? Je termine la question. Au niveau bioéthique, les chercheurs n'ont toujours pas le droit d'utiliser leur propre personne afin de mener leurs expériences, en tout cas en France. Qu'en pensez-vous au regard du principe de précaution dont l'excès déontologique participe au freinage des avancées en la matière? Il y a 3 questions en une. Vous pouvez la lire. Alors d'abord, pour l'intérêt d'autres espèces comme C. elegans. Oui, effectivement. Moi, je veux bien répondre, mais je pense que n'importe qui peut. J'ai travaillé sur C. elegans. Alors moi, au bout d'un moment, j'ai voulu aller chez la souris parce qu'il suffisait de les chauffer, de les refroidir et ils vivaient plus longtemps. Donc, je trouvais que c'était pas assez représentatif. Mais oui, on l'utilise parce on les met dans les petits puits, on fait des tests. Chaque petit puits a quelque chose de différent et on voit qu'est-ce qui marche sur la longévité. Et par exemple, même, c'est les premiers, on a identifié les gènes liés au vieillissement parce que dans chaque petit puits, on leur donnait des morceaux d'ADN, un seul brin en fait, qu'ils mangeaient. Et comme c'est des tubes fins, ben, en fait, quand ils ingèrent un morceau d'ADN, ils l'intègrent dans leurs cellules. Et donc, en fait, on a pu comme ça tester en annulant quelque part l'effet des gènes un à un. Et on a fait des rapprochements. Et on s'est rendu compte comme ça qu'il y avait 5 grands axes majeurs qu'on retrouve aussi chez les souris. Et ça date de 2002. Et donc d'autres espèces, il y en a plein, enfin, vous savez certainement, il y a le génome de la baleine, moi je trouve ça intéressant, qui a été décodé, décrypté, à noter. Donc en fait la baleine c'est gros, hein, ça vit 200 ans, et en fait un gros mammifère comme ça, forcément c'est bourré de techniques anti-cancer, ça ne pourrait pas sinon vivre longtemps. Et effectivement, quand on regarde l'ADN, on se rend compte que c'est bourré de techniques anti-cancer. Donc il y a João Pedro en Angleterre qui travaille là-dessus. Et donc, ça veut dire des thérapies pour nous génétiques ou transposées par des molécules très probables et multiples. Voilà. Puis bon, je peux parler longuement, mais je pense que tout le monde connaît il y a aussi des des organismes à sénescence limitée que José pourra peut-être nous parler. Je ne sais pas si José est encore parmi nous. Si, il est là, José. Oui. C'était quoi la question? Par rapport aux organismes à la sénescence limitée qu'on pourrait utiliser comme modèle. J'ai parlé bien sûr des petits vers, des C. elegans, aussi des souris, des mouches, tous les organismes typiques, hein, organismes modèles. Bien sûr, et les souris sont spécialement importants et les rats parce que ce sont des mammifères et des mammifères qui vivent très peu. Hein. On ne doit pas faire des expériments avec des baleines qui vivent 2 siècles. C'est mieux avec les rats, les souris, 200, 300, et qui sont des mammifères comme nous. Alors, c'est pour ça que je suis très content avec il qui fait des expériments avec des rats et des souris. Okay, et on a l'hydre, par exemple, qui vivrait 4000 ans, on pense,
si on extrapole, parce qu'on n'a jamais pu observer de A à Z. Et donc, c'est un peu comme un tapis roulant. Il y a le centre qui se crée et puis qui se va sur le bord. Et quand le bord est vieux, il se détache. Et en fait, quelque part, le vieillissement dans la plupart des espèces est souvent lié, on l'observe, à des aspects un peu macro, un peu mécaniques, hein, les cellules sénescentes, etc. Bon, il y a la disposition de l'ensemble qui fait qu'on vieillit. Donc, il faut trouver les approches correspondantes. Et donc, l'hydre, c'est un bon modèle. On a, enfin, oui, on a des arbres, ça, vous savez, qui vivent 14 000 ans, mais ça ne nous apprend rien pour nous. On a des axolotes qui ont, quand on leur coupe une patte, ça repousse. Et ça, on peut recommencer 50 fois et ça marche 50 fois. Et en fait, on a à peu près ces propriétés-là, même si elles ont été un peu perdues. Dans le foie, par exemple, on a des cellules ovales qui viennent non pas cicatriser, mais permettre la repousse. Et en fait, il y a des personnes au CNIO, un peu comme l'INSERM en France, là c'est en Espagne, qui travaillent sur la transdifférenciation des tissus. En fait, on transforme un peu les tissus en caramel mou et ça repousse. Et ils se sont inspirés de l'axolote pour faire ça. Et ils ont réussi à reproduire à coup d'injection de choses chimiques le même comportement. Et voilà, donc moi personnellement, je pense que là, il y a beaucoup à gagner. Et j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui parlait intéressé de la, comment ça s'appelle, nous cryogéniser. On a la grenouille des bois. Donc on trouve beaucoup au Canada, qui l'hiver en fait gèle et qui dégèle au printemps. C'est assez impressionnant à voir. J'ai déjà vu ça de mes yeux, je voulais voir. Et donc en fait, elle sécrète plein de sucre au moment où il fait trop froid, et ça empêche les cellules de se casser en fait. Et ensuite au dégel, elle a tout un système déjà elle est moins toxique que nous, ça doit être optimisé avec le temps, hein. Le sucre l'abîme moins que nous. Et donc, en fait, elle élimine le sucre et elle repart comme si de rien n'était. Et en fait, c'est parce qu'elle a une molécule qui s'appelle l'aquaporine qui permet justement au sucre de rentrer dans les cellules. Et nous, on n'a pas la même version, mais il y a des tests en cours sur des rats et des souris pour essayer de modifier l'aquaporine et voir si on pourrait faire la même chose. On injecte une très grosse dose de sucre et on congèle l'animal. Ok, merci Edouard. Une question d'Agathe. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Pensez-vous que l'allongement de la longévité est une forme d'augmentation et de dépassement de l'homme ou simplement une réparation médicale? Je peux donner une première réponse. Je pense que c'est le deux, hein. Et c'est important pour nous, pas seulement pour guérir les personnes, mais pour améliorer les personnes aussi. Comme je suis transhumaniste, et j'imagine que plusieurs personnes ici, et les transhumanistes normalement parlent de super longévité, super intelligence et super bien-être, super joie. Alors, ça c'est possible et je pense qu'on va arriver bientôt. Pour cela, je parle toujours de l'année 2045 et je suis vraiment singularitarien. Aussi, je crois au transhumanisme et aussi à la singularité biologique et informatique. Je suis ami de Raymond Kurzweil, qui va venir à Madrid pour Transvision 2021, le mois d'octobre, ici en Espagne. Et il va parler de son livre, La singularité est plus proche. C'est le nouveau livre à lui qui va sortir l'été. C'est la continuation de son livre, La singularité est proche, et maintenant la singularité est plus proche. Et pourquoi elle est plus proche? Parce que on a eu déjà plus d'une décennie depuis qu'elle a publié son premier livre. Et en plus, parce que vraiment, on est plus proche maintenant de l'année 2045. Mais une autre chose qu'il parle et que je suis très content avec les 3 ponts vers l'immortalité, la première pont, le deuxième pont, la troisième pont, qu'elle souhaite elle travaille aussi que pour l'année 2029, on va arriver à la vélocité d'échappe de longévité.
alors c'est suffisant d'arriver à l'année 2029 pour être presque immortel ou presque immortel. Et pourquoi? Parce que la longévité toujours grandit et on gagne, comme Didier parlait avant, que maintenant on gagne 3 mois pour chaque année que vous survivre, et bientôt on va gagner une année entière. Alors, ça sera la vélocité d'échappe de longévité pour l'année 2029. Et alors, c'est pour améliorer, supplémenter, complémenter les êtres humains. Alors, super longévité, c'est pour devenir transhumaniste, post-humaniste et les futurs de l'humanité. Merci, José. Oui, j'aimerais intervenir. Je ne peux pas écrire parce que je suis donc en tablette. Pour José, justement, Ray Kurzweil est à la tête de Calico, cette entreprise qui appartient à Google et qui travaille sur la longévité. Est-ce que José en connaît un peu plus sur les résultats de Calico? Merci, Martial. Et aussi parce que j'ai vu que tu avais mon livre. Absolument. Mon bouquin. Donc, je suis très content. Et tu dois savoir, et tout le monde doit savoir, que nous donnons tout l'argent pour les pesquisses scientifiques en Espagne et aux États-Unis. Alors, vous devez acheter les livres pour ne pas mourir. Mais comme ça, j'ai oublié la question. Hein. Alors, Calico, que devient l'entreprise Calico? Bien sûr. J'étais à Singularity University, à l'université de Singularité au Valle do Silicio, quand Calico fut créé. Et c'était une idée grandiose, magnifique. Et malheureusement, ils ne font pas beaucoup de choses. Hein. Ils font toujours encore des recherches. Ils ont fait beaucoup de recherches de naked mole rat. Édouard, comment est-ce que ça s'est traduit? Ratopnu, c'est des petits animaux comme ça. Il y a le rat, c'est le rataupe. Justement, au niveau des rats, le rataupe a une singularité puisqu'il vit plusieurs dizaines d'années alors qu'un rat normal vit quelques années. Donc, il serait intéressant de comparer le génome de ces deux animaux pour voir pourquoi le rataupe peut vivre 30 ans ou 40 ans. Bien sûr, et ils font cela maintenant. Et d'abord, ils ont fait des études complètes sur les naked mole rats. Et maintenant, ils sont des comparaisons. Et aussi des comparaisons avec les bats. Comment est-ce qu'on dit bats? Chauve-souris. OK, les chauves-souris. Parce que les chauves-souris aussi, ils vivent presque 40 ans. Oui, c'est vrai. Et alors, c'est très intéressant parce qu'ils sont plus proches. Hein. Les chauves-souris, les souris, les rats et les naked mole rats, ils sont 95% génomiquement similaires. Alors, pourquoi aussi une différence aussi de grande, une différence énorme pour des animaux relativement proches? Mais enfin, une autre chose. Une dernière question, oui, excusez-moi d'interrompre. Au sujet on a peut-être tout mis sur la génétique et on s'aperçoit maintenant que l'essentiel, c'est peut-être l'épigénétique. Et un organisme vieillissant, on se rend compte qu'il y a une méthylation du génome. Et je pense que ça devrait être sans doute étudié plus en profondeur. Oui, bien sûr. Et Calico, je pense qu'ils font des choses intéressantes, mais pas suffisantes. Même Aubrey de Grey, il est très fâché avec Calico parce qu'ils ont déjà dépensé plus de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars et ils ont fait grande chose d'après Aubrey de Grey.
Et je vois aussi que Marc Rue, il a écrit un message que pourquoi Ray Kurzweil, il ne travaille pas avec Calico. Mais il participait à la fondation de Calico. Il était là pour le commencement. Mais le chef de Calico, c'est aussi quelqu'un de très important qui fut président d'Apple et président d'une autre société biologique que j'ai oublié maintenant. Une autre... Genentech. Genentech, merci. Et quelqu'un qui était avec Apple et avec Genentech est le leader de Calico. Alors, c'est bon, mais comme Aubrey de Grey, je pense que depuis 2 milliards de dollars, il ne faut pas grand-chose encore. Je sais qu'ils ont, en fait, j'ai travaillé, c'est le hasard, hein, avec Cynthia Kenyon, avant qu'elle soit très connue, quand j'étais sur les petits élégances en Californie. Et donc je lui avais envoyé les slides qu'on avait fait à titre associatif pour dire qu'il faudrait faire plein de tests de longévité sur souris. Et on avait donc pour ça contacté George Church, plein de gens sur la génétique. Et donc elle m'avait à l'époque contacté en me disant « Ah, on a un job pour toi si tu veux, pas chez Calico, mais chez Jackson Labs, pour faire les statistiques d'expérience de survie sur souris, où en fait on teste des changements génétiques issus du rat obtenu. » Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il en est de plus aujourd'hui, mais leur objectif, c'était de tester donc, des thérapies géniques pour un jour peut-être les commercialiser, mais en se donnant le temps de bien faire les choses. Je me permets, oui, vas-y Virginie, peut-être pour présenter maintenant les 2 groupes de travail. Oui, on va séparer en 2 groupes. Donc, le premier groupe va parler un peu de ce qu'on pourrait faire au niveau français et francophone et concernant les expérimentations personnelles. Et le deuxième groupe, pour qui ça intéresse, va plutôt parler des big data et des sujets vertigineux comme la machine pour connecter l'esprit dans le cerveau. Ouais. Donc l'intelligence artificielle et l'utilisation d'une part, et puis les sujets liés, vertigineux. Et donc le premier groupe va être animé par Marion et par Florentin. Le deuxième groupe va être animé par Virginie et par moi. Et puis après, on reviendra pour des conclusions brèves. Et donc le but, c'est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de se parler un peu plus qu'ici, mais aussi n'hésitez pas à faire des propositions. Alors maintenant, on va voir si techniquement cela fonctionne. Normalement, est-ce que tu peux préciser quel groupe sera parce que tu as